Qu'est-ce qu'on a à dire? On roule 55 heures par semaine sur la route, on prend des risques énormes, on n'a aucune protection sociale. On n'a aucune protection sociale et c'est pas normal. Ça fait que commencer, tu vas emmener tous les autres après. Tu vas emmener tous les autres après. À partir du moment où tu te lèves le matin jusqu'au soir où tu vas te coucher, tu penses toujours application, travail, statistique. Ça te fracasse la tête, hein. Ça te fracasse la tête. On me dit j'ai tourné à 5,93 € de l'heure. On travaille et on gagne rien. C'est juste pas possible en fait de mourir dans l'indifférence pour avoir livré un burger. Dans toutes les villes où est Deliveroo, il y a une augmentation de la précarité. Aujourd'hui, tous les coursiers en ont ras-le-bol. Mais non, tu vas pas la livrer, frère, tu vas nous foutre la honte, frère, devant tout le monde. Tu vas pas la livrer, frère. Donc le but c'est d'avoir une réunion et des vraies réponses. Et à ce moment-là, le boycott sera levé. Mais pour l'instant, le boycott continue. Ce que nous voulons, c'est la régularisation de tous les livreurs fistis et continuer à travailler. On sait que cette grève, elle est bien, il y a du monde qui est venu, mais on sait qu'il va falloir en faire plus. Certains mois où on en est venu à se poser la question, soit on paye des courses basiques, tu vois, ou est-ce qu'on paye le loyer. Moralement, j'arrive au bout, quoi. Moi, j'ai pas envie d'une société, dans 10 ou 15 ans, que mon gamin il fasse 3 ou 4 emplois, qu'il travaille 90 heures par semaine pour toucher 1200 balles. C'est moi, en tout cas, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Bon bah ils ont fermé les portes, j'ai envie de dire un peu gagné quoi. Avec plaisir. Et bonsoir Nicolas, bonsoir Pascal. Ce film, faut le voir. En vrai, il est super bien. Il y a une équipe dont le réalisateur est Thomas Grand-Rémy ils ont suivi en fait plusieurs villes et plusieurs coursiers pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment un gros travail. Et ça montre bien, je pense, l'isolement qu'on peut subir, qu'on peut percevoir quand on est livreur et qu'on travaille dans la rue, sous la pluie, le vent, et qu'on est isolé, éclaté en fait par rapport à ses collègues, et de voir aussi comment on peut finalement, malgré les techniques de plateforme pour nous diviser, on peut finir par retrouver du collectif, on peut finir par se retrouver entre collègues, et on peut entamer une belle lutte, et voilà, une lutte dont j'ai le plaisir de faire partie maintenant depuis quelques années. J'introduis un peu ce que je fais là depuis quelques années. En fait, j'étais livreur à Deliveroo et micro-entrepreneur, donc comme tous les livreurs de plateformes de travail. Et la situation, c'est que il y a ce statut qui nous est imposé pour que les employeurs qui nous font travailler pour eux nient leur qualité d'employeur. Ce qui fait que on est dans la rue, on pédale et on est payé à la tâche, on n'est pas payé pendant les moments d'attente. On n'est pas payé si on doit prendre des congés, si on n'a pas de congés payés, etc. Et pourquoi est-ce que j'ai monté un syndicat à la base avec des collègues? C'est parce que déjà la précarité de ce statut va s'ajouter à en fait l'envie des plateformes d'en abuser clairement. Et en fait, à un moment à Deliveroo, il y a eu une baisse assez effroyable des conditions de travail, notamment de la rémunération, aussi du traitement fait par la plateforme envers ses livreurs. Et en fait, au bout d'un moment, à force de parler de ces déceptions et de sa dégradation des conditions de travail sur le terrain, on a décidé de monter un syndicat à Bordeaux, à la CGT. Donc maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on a monté ce syndicat. Moi, ça m'a valu de me faire virer de la plateforme Deliveroo pour laquelle je travaillais à plein temps. Donc pour un petit topo, ça c'est des choses qui arrivent encore régulièrement, les déconnexions sauvages de la part des plateformes. On travaille pour une plateforme, peu importe le temps, peu importe combien d'heures par semaine, cette plateforme elle a toujours le droit de vous déconnecter en un clic. Moi c'est ce qui s'est passé en fait. Un jour j'étais en tenue de cycliste et j'ai voulu aller livrer quoi, faire un peu d'argent, et j'ai pas pu me connecter. Et j'ai appris le lendemain que c'est parce que j'avais été viré par la plateforme. Et donc, vu que la plateforme ne paye pas ses cotisations sociales, sa part patronale, quoi, et après, ça veut dire qu'on cotise pas pour tout un tas de choses. Donc, il y avait la santé pendant que je travaillais, et quand j'ai perdu mon travail, il y avait le chômage que j'avais pas
auxquels j'avais pas le droit non plus. Donc c'est pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent quel type de précarité dans lequel on peut être. Et aujourd'hui, on continue le mouvement parce que la situation c'est pas du tout améliorée. La situation s'empire largement. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de livreurs en France qui sont payés en deçà du SMIC, parce que les plateformes se vendent toujours de nous payer 10, 11 euros de l'heure, mais ça c'est du chiffre d'affaires en fait. Ensuite, il faut évidemment enlever les cotisations URSSAF et on faut raboter tous les droits qui nous sont niés et les droits auxquels auraient le droit des salariés classiques. Et si je parle de salariat, ce qui me permet de le faire, c'est que sur le terrain, on est subordonné en tout point par les plateformes, on a très peu de marge de manœuvre, alors que pourtant le but du micro-entrepreneuriat, c'est de permettre à des personnes autonomes d'avoir la capacité de gérer leur travail absolument librement, parce qu'elles ont l'expertise de leur métier. Et donc aujourd'hui, ça nous est nié. On est livreur à vélo et on nous impose un statut de micro-entrepreneur et on obéit aux ordres de la plateforme. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés moins que le SMIC, il y a des gens qui ont des accidents et qui n'ont pas d'aide. Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de sous-location de compte, on va en parler plus tard, c'est-à-dire des gens à qui la France met des bâtons dans les roues pour exercer leur droit de travailler, donc leur droit de vivre correctement, et vont se retrouver être obligés d'aller travailler de manière illégale pour les plateformes, et en sous-louant des comptes. Je pense notamment aux sans-papiers, aux mineurs et à ceux qui, comme moi, se sont fait virer injustement des plateformes. Et donc elles vont aller louer des comptes à des gens qui les possèdent contre un pourcentage de leur travail. Donc on est vraiment sur de la traite humaine sur beaucoup de situations de sans-papiers notamment. Et donc voilà, ça ce sont les nouvelles. C'est un peu ce qui a évolué ces dernières années dans le milieu de l'ubérisation. Il y a des livreurs à vélo, oui, et en scooter et en voiture d'ailleurs. Et voilà ce contre quoi on se bat contre un gouvernement qui regarde de ça d'un regard bien complice et qui cherche par tout moyen à légiférer pour protéger le travail des plateformes, qui est de nous exploiter. Parce qu'aujourd'hui, il y a la Cour de cassation qui a jugé que plusieurs livreurs et plusieurs chauffeurs de PC étaient des salariés déguisés, tout simplement. Et voilà, c'était une petite introduction de ce qu'on fait. Et je signale aussi que on est actuellement dans un mouvement de grève national. Il y a des villes syndiquées ou non qui participent à ce mouvement. La prochaine date, c'est le 5 décembre. Ça a été très suivi le 30 octobre déjà. Et on commence à avoir des réponses des plateformes sur ces mouvements de grève. Je pourrais en parler tout à l'heure peut-être. Et je laisse la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais répondre à la question, Nicolas. Enfin, je vais essayer d'y répondre, Nicolas soit rassuré. Sur l'ubérisation de l'économie, ce qu'on vient de voir avec ce passage du documentaire film des délivrés, puis ce que dit Arthur Hay, il faut d'abord le voir comme une chose d'espérance. C'est-à-dire qu'on a une machine de guerre en face de nous, avec ces plateformes numériques de travail. Je précise bien de travail. Il y a d'autres plateformes numériques qui sont des plateformes numériques collaboratives, coopératives. Voilà, là, on parle des plateformes numériques de travail. Et ce que montre le documentaire, là, les délivrés, et ce que dit Arthur, c'est que ce travail digital, on va y revenir, fait déjà l'objet, est un catalyseur de conflit déjà. Et que ça peut être un élément, et ça va être un élément du changement social nécessaire en France, quoi. Et pas seulement qu'en France. Je dis ça parce que voilà, on va en parler ce soir, mais il faut pas qu'on soit le dos au mur vis-à-vis de cette nouvelle forme. En gros, à quoi on assiste? Moi, j'appelle ça le capitalisme des plateformes. C'est-à-dire, on est face à un nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'on est face à une forme d'inventivité, il faut le reconnaître, mais où il y a une convergence d'intérêts financiers et d'une dynamique de s'approprier les nouvelles technologies et la connaissance. Et tout ça est en train, je dis là, pour peut-être ça peut interroger certaines ou certains qui nous écoutent, mais il y a un nouvel ennemi de classe qui est en train de se dessiner.
avec des groupes sociaux différents. Ceux qui animent ces plateformes numériques ne sont pas les mêmes groupes sociaux qui ont animé le capitalisme financier d'entreprise d'hier. Et puis, il y a d'autres nouveaux groupes sociaux, dont Arthur, je prends le bien Arthur, mais t'en fait les frais du point de vue de ton activité, de nouveaux groupes sociaux, où là, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on considère les travailleurs comme à la fois des travailleurs, mais des usagers. Je dis ça parce que voilà, faut prendre un peu de hauteur aussi par rapport au sujet. S'agissant de ce gouvernement actuel, alors là, c'est le gouvernement, écoutez, Start Nation, l'innovation, l'audace, avec un projet mis en œuvre ultra libéral. Moi, on peut voir, tous les faits sont là. Il y a une collusion entre l'exécutif national, le gouvernement et le président de la République, et les principales plus grandes plateformes numériques de travail. Au point qu'il y a 3 semaines, on apprend la mise en place d'un décret qui permet une écriture unilatérale des droits des travailleurs des plateformes par les plateformes elles-mêmes. Alors qu'il y a une mission interministérielle qui avait été créée par Édouard Philippe, qu'on appelle la mission Foin, qui devait s'occuper du dialogue social, de la responsabilité sociale des plateformes numériques de travail. Et quand nous avons déposé le 4 juin au Sénat le projet de loi pour un statut salarial aménagé des travailleurs des plateformes numériques de travail, le 5 juin, le lendemain, le monsieur Frouin, celui désigné par le Premier ministre, décidait d'ouvrir ses travaux à d'autres champs d'investigation qui étaient sur la question du tiers-statut. Donc, on est dans un mouvement où il y a une collusion, je le dis, il y a une collusion entre les orientations gouvernementales ultralibérales, on le voit avec l'assurance chômage, on le voit avec plein de sujets, avec les plateformes numériques de travail qui, comment dire, au plan législatif, là maintenant, on attend d'ailleurs la mission Foin, qui est une mission interministérielle sous l'égide du Premier ministre. Donc, on voit bien l'enjeu que représente la question du devenir des travailleurs des plateformes numériques, va rendre sa copie au mieux la semaine prochaine. Au mieux la semaine prochaine. Je commence. Ben, contractuellement, c'est simple, hein, tu signes pas un contrat de travail. Donc, tu signes un contrat de prestation de service. Et en gros, logiquement, si tu as un problème avec la plateforme, tu devrais aller au tribunal de commerce pour régler tes soucis avec la plateforme. Et la plateforme est censée être ton client, et la plateforme, elle est censée juste en fait mettre en relation notre force de travail avec le besoin de force de travail que les restaurateurs ont. Donc ça c'est ce qui est présenté, quoi. On serait limite dans le collaboratif, quoi. Une plateforme qui permet de mettre en lien. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, si tu regardes, les plateformes ne sont pas des plateformes de mise en relation. Elles gèrent le marché de la livraison. Et je dirais même au-delà, elles commencent même à gérer certains pans de la restauration en soi. Donc sur le contrat, tu vas signer comme quoi il n'y a pas de responsabilité. Tu dois juste réaliser les livraisons pour lesquelles tu t'engages. Et en gros, à chaque livraison que tu vas faire, en fait, tu vas renouveler d'une certaine manière ton engagement auprès de la plateforme. Sauf que dans la réalité, on est complètement subordonné. Parce que déjà, si des plateformes qui sont pas issues du transport, on va dire, c'est ce que revendiquent les plateformes, font appel à notre expertise d'entrepreneurs de la livraison de repas, c'est parce que normalement elles savent pas faire. Et pourtant, dès le premier jour à l'embauche, on a une vidéo qui nous dit, mais c'est limite condescendant. Ils nous disent comment dire bonjour à des clients, comment sortir une commande de son sac, comment est-ce qu'on doit réaliser les commandes, comment est-ce qu'on doit valider les commandes, et comment est-ce qu'on doit faire le métier, quoi. Donc dès le premier jour, ça foire carrément. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des managers qui peuvent nous appeler. Et ça a été le cas vraiment très régulièrement avant. Maintenant, ça a été très algorithmé. Mais avant, on avait des managers qui nous appelaient si on prenait pas le bon chemin. On avait des managers qui nous appelaient si on venait pas travailler. Et voilà. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on est géré? On est géré de manière beaucoup plus subtile. Parce que toujours, les plateformes, elles sont dans une course pour éviter de se faire épingler dans les tribunaux, quoi. Et donc, où est-ce qu'elles ont trouvé la subtilité pour cacher la subordination?
eh ben, elles vont retranscrire tous leurs ordres, donc les ordres de patron à employé, hein, elles les retranscrivent dans des algorithmes qui sont inconnus, qui sont soi-disant la recette qui permet d'être compétitif par rapport à d'autres plateformes, et donc, pour des raisons de secret concurrentiel, ils ne veulent pas les dévoiler, même à l'État, même à l'inspection du travail, etc. Et pourtant, l'essentiel de la subordination est désormais dans des équations qui se retranscrivent sur nos petits téléphones et aussi sur les tablettes des restaurateurs. Et donc nous, on les connaît pas. Par contre, on a des doutes. On se dit, mais on a probablement plus de commandes si on va vite. On a probablement des commandes mieux payées, parce qu'il y a des plateformes où on ne sait même pas comment est calculé le prix de la course. Il n'y a plus de prix fixe en fait à la course. On est dans un truc incroyable où on ne sait pas combien on va avoir gagné à la fin de la soirée, mais on ne sait même pas comment est calculé le prix de la course. Et donc ça, on se dit que peut-être c'est le fait d'être obéissant, peut-être c'est le fait d'accepter toutes les courses qu'on nous envoie. Et ça, c'est ce que les sociologues appellent le panoptique algorithmique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une subordination du fait qu'on nous impose un flou total sur comment on est subordonné. C'est-à-dire, on sait qu'on est subordonné, mais on va finir par agir de manière encore plus subordonnée qu'un salarié qui connaît les règles de sa subordination. Nous, en fait, on ne sait pas. Et en fait, il y a, par exemple, Uber en ce moment, là, si on manifeste, c'est en partie parce qu'il y a énormément de comptes qui sont déconnectés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, la plupart des gens qui travaillent pour ces plateformes, on a beau les faire passer pour des gens qui font des petits extras de 3 heures avec leur jogging pour faire du sport et gagner 20 €. C'est pas vrai, hein. Nous, nos collègues sur le terrain, c'est des gens qui ont besoin de cet argent et c'est leur revenu principal. Et ben voilà, on a des gens comme ça qui perdent leur travail et quand les plateformes leur demandent, quand ils demandent aux plateformes pourquoi, on n'a pas de réponse. Et ça entretient le flou. Et voilà. Après, sur la Cour de cassation, ce qu'elle a décidé, c'est aussi de prendre en compte le fait qu'on soit géolocalisé à tout moment. Et parfois, d'ailleurs, par des plateformes, on est géolocalisé en dehors de ses heures de travail. C'est d'ailleurs ce que ce qui a été découvert par Deliveroo, qui avait géolocalisé des livreurs en grève à Paris pour les identifier et essayer de leur trouver des raisons de les virer ensuite, quoi. Et ensuite, voilà, on a la punition, on a l'organisation du travail, parce que c'est pas nous qui décidons comment organiser notre planning, même s'ils disent que eux, ils sont organisés en free shift. Donc, soi-disant, on se connecte quand on veut. Mais en fait, la vérité, c'est que maintenant, on se connecte dès qu'on peut pour avoir des livraisons et vivre de son travail. Mais le free shift est une organisation de travail qui nous est imposée. Il y a eu des manifestations pour lutter contre ça. Il y a des gens qui voulaient garder un planning et savoir les heures où vous allez pouvoir gagner à peu près correctement leur vie. Il y a la punition, l'organisation du travail et la subordination et les menaces de sanctions. Donc, qui avant étaient genre moins 10 € ici et moins 10 € là. Maintenant, les menaces de sanctions, c'est tout simplement de perdre son compte. Parce que c'est facile pour les plateformes. Les plateformes, elles ne vivent que sur la précarité. On ne peut pas dire qu'en France, on en soit exsangue. Et la précarité grandit, elle s'apprête à grandir. Toute cette crise qu'on est en train de vivre va être un élan incroyable pour ces plateformes qui vont pouvoir s'appuyer sur une précarité grandissante pour pouvoir recruter et payer de moins en moins leurs livreurs. Voilà. Peut-être une réaction, Nicolas? Ouais, dans le prolongement de ce que dit Arthur. Arthur, je t'ai découvert, je te tutoie, Arthur, à Bordeaux, avec les coursiers bordelais. Après, j'ai fait une autre initiative à Nantes, une autre à Paris. Et là, je me suis rendu compte comment les plateformes avaient déconstruit du vocabulaire, un vocabulaire qui est un vocabulaire important pour le monde du travail. D'un côté, ils ont déconstruit la notion d'indépendant en racontant et en vendant à ceux qui ont cette activité pour les plateformes qui seraient indépendants. Mais c'est totalement faux. Tu as raison, Arthur. Un indépendant, il est autonome dans son travail. Un indépendant, il choisit ses outils, il choisit sa méthode de travail. Un indépendant, il peut négocier son tarif avec un client. C'est ça son contrat. Donc, il y a eu, vous voyez, il y a eu une malversation. C'est pervers comme dispositif, quoi. Franchement, d'avoir utilisé cette terminologie-là. Ils l'ont détournée et ils l'ont utilisée aussi. En utilisant le statut d'indépendant pour contourner le droit du travail. On a affaire
à des architectes du libéralisme, de l'ultralibéralisme, qui ont travaillé une bataille d'idées assez remarquable. Et j'ai eu des rencontres directes avec des livreurs où la question de l'autonomie, de l'indépendance, du rapport au salariat ont été des discussions vives, enfin respectueuses, mais vives, agitées de ce point de vue-là. Et ce que dit Arthur et que j'ai pu vivre sur le terrain par des échanges, c'est qu'on a là un sujet qui est extrêmement important maintenant, mais y compris pour l'avenir de l'organisation de notre société. C'est que les plateformes, elles gèrent maintenant des activités productives qui consistent à mettre au travail un nombre de plus en plus important de personnes en les mettant hors travail, en les mettant dehors des modalités de la relation à l'emploi. Ce que vient de dire Arthur par le témoignage de son expérience, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que elle encadre des dizaines de milliers de personnes, non pas comme des travailleurs, mais comme des usagers, voyez, de la mise en service que fait la plateforme. Alors ça paraît, mais c'est énorme de ce point de vue-là, et c'est pour ça que quand on a imaginé un projet de loi, on a cherché l'autonomie et non pas l'indépendance. On a cherché l'autonomie par une vision élargie du salariat, mais en intégrant en tout cas ces travailleurs dans le livre 7 du Code du travail, en leur donnant un minimum de protection sociale qu'ils n'ont pas quand ils ont le statut d'indépendant. Sur les algorithmes, ce que dit Arthur, on a mis dans le projet de loi que les travailleurs des plateformes numériques de travail aient comme aide un data scientist, quelqu'un qui rend transparent et démocratique les modalités de la course, les modalités du prix, les modalités, vous voyez, voilà, qu'on mette de la démocratie sociale. Et ça, c'est contraire, évidemment. C'est pour ça qu'ils veulent extraire de la notion de travail et de la relation de l'emploi. Donc voilà, et il y a les enjeux financiers. Je ne sais pas si on en parle à ce soir, mais on a aussi une concurrence, puisque ces plateformes numériques de travail, et on l'a vu, tu te rappelles Arthur, avec le restaurateur à Bordeaux, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, ou cette entreprise de prothésistes dentaires, c'est qu'ils ont des charges vis-à-vis de la société. Ils redistribuent, pas assez à mon goût, mais vous voyez, des cotisations sociales, alors que les plateformes numériques de travail ont complètement détourné la contribution et ce qu'ils apportent, ce qu'ils font dans la société pour s'exonérer de l'impôt, s'exonérer de la redistribution. Donc, j'allais dire que ces jeunes que j'ai rencontrés comme travailleurs des plateformes, ils ont la double peine. Ils sont humiliés, ignorés et utilisés dans un niveau de précariat, mais qui relève du tâcheronnage avec le digital à côté pour faire bien et faire à la mode du point de vue des nouvelles technologies. Mais de l'autre côté aussi, comme citoyens aussi, ils travaillent pour des gens qui ramassent de l'argent sans qu'aucunement cet argent soit redistribué à la société. Tu as raison, Nicolas. Je regardais, c'est en train de se propager à plein de secteurs privés ce qui se passe. Il n'y a pas que Uber, Deliveroo, etc. J'ai regardé l'intérim, ça se développe, les auto-écoles, mais aussi dans le public. On a Stuart avec la Poste, on a Hitch qui a obtenu de Madame Borne, la ministre, un décret vraiment papier-collé de ce qu'il voulait. J'ai vu qu'il y avait un partenariat avec la région Île-de-France, avec StaffMe. C'est-à-dire que, vous voyez, ça commence, tu as raison, il y a les VTC, mais c'est en train de complètement se mailler à l'ensemble de beaucoup d'activités productives dans la société. D'où l'enjeu. Après, du point de vue législatif, il y a eu la loi L'Homme, où là, il y a eu une offensive législative de la part du gouvernement qui a été quand même retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a renvoyé le député Taché dans les cordes par rapport à sa contribution dans la loi L'Homme, qui a été considérée, y compris à l'Assemblée nationale, comme ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire que quand on est à l'école et qu'on est hors sujet, quand on rend son devoir. Voilà. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, ils essayent de créer un tiers statut qui est bancal au possible, dont franchement, on a toutes les craintes à avoir, au lieu d'affirmer un statut, moi, qui me semble proche de celui du salariat.
faut être clair. Il y a eu déjà des innovations il y a des décennies. Hein. Il y a des salariés, il y a des travailleurs qui sont rentrés dans le salariat, un salariat aménagé, et qui pourrait, pour les travailleurs, rentrer dans le livre 7 du Code du travail. Ça a été vrai, par exemple, dans le mannequinat. Il y a eu un aménagement. Ça a été vrai pour les VRP, les commerciaux. Ça a été vrai pour les journalistes. Donc, il y a eu déjà des innovations de ce point de vue-là par rapport à des activités productives, à des activités professionnelles qui ont fait l'objet d'un salariat aménagé, un peu spécifique, tenant compte de la nature des activités, etc. Voilà. Pour l'instant, du point de vue d'initiative législative, on est au stand-by dans le sens où il y a tellement une collusion entre l'exécutif national, le gouvernement et les décideurs de cette plateforme numérique de travail que, j'irais dire, pour le moment, ils ont même du mal à mettre carte sur table ce qu'ils entendent par là, quoi, du point de vue de l'élargissement, de la précarisation, de la flexibilité de centaines de milliers de gens. Il faut savoir que l'ubérisation de l'économie, c'est ce qui va se substituer à Pôle emploi. Hein. C'est très grave. On a d'ailleurs déjà eu des sessions dans des pôles emploi organisés pour faire des sessions de recrutement de plateformes. On a dénoncé et ils ont regretté de l'avoir fait, mais n'empêche que ça a été mis en place. Je pense à la députée Carole Grandjean qui est dans la première circonscription de Nancy aussi. J'ai découvert il y a pas longtemps parce que visiblement elle rend pas trop de compte ses électeurs sur ce qu'elle fait, mais j'ai vu qu'elle avait participé à un débat sur le monde des plateformes et donc elle disait que il fallait nous donner quelques droits quand même, mais qu'elle pensait à agrandir le monde des plateformes au service à la personne par exemple, sachant que elle était conseillère RH pour une société de service à la personne. On voit que c'est un monde de collusion et on voit qu'il y a des groupes de lobbying qui sont quasi financés par les plateformes. Il y a le macronisme et le monde des plateformes jouent très bien ensemble. Après, si je dois signaler juste un truc, c'est qu'en fait cet abus du statut de micro-entrepreneur existe depuis la création du statut de micro-entrepreneur. C'est-à-dire que, en fait, si vous allez dans des squats où vous avez des gens de l'Union européenne qui ont le droit de créer des micro-entreprises en France ou même d'autres étrangers qui sont mis de côté, en fait, mis au banc de la République, moi, j'ai fait des missions de squat pour aller à leur rencontre, avec Médecins du Monde. Moi, je suis pas médecin, mais en gros, moi, je m'occupais des papiers de micro-entrepreneurs de ces gens-là, qui vont aller faire des saisons dans les vignes à Bordeaux, qui vont aller dans le bâtiment, et en fait, où ils vont travailler 10 heures d'affilée pour 40, 50 euros, et en fait, pendant une journée de subordination par rapport à leur employeur. Ce statut, en fait, est très très peu contrôlé, en fait, finalement. Et aujourd'hui, les plateformes numériques, elles arrivent avec des engins de guerre pour effectivement généraliser la tendance, mais c'est quelque chose qui était déjà largement impuni en termes de droits et de personnes exploitées. Le contrat, là, tu nous posais la question, Nicolas, le dernier décret, il a 15 jours de la ministre, parle pour les travailleurs des plateformes numériques de travail d'un prix décent. Ça veut dire qu'elle-même, comme ministre, elle fait délivrer un décret d'application qui nie complètement la question du droit du travail. C'est incroyable. Elle écrit dans son décret un prix décent. Mais un prix décent, ça veut dire quoi, franchement? Et ça, c'est révélateur de vous voyez, de la collusion que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, qui, me paraît totalement inacceptable. Mais vous voyez, il y a cet aspect-là qui est dans le travail, dans le travail politique, du gouvernement. Et deuxièmement, il y a une question. Arthur l'a vécu, d'autres l'ont vécu que j'ai rencontré, et son engagement syndical est précieux. Mais là, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a aucune ouverture de négociation collective. C'est pas un gros mot quand même, le mot collectif. Ils ont le droit, les travailleurs, de discuter entre eux de comment ils travaillent, comment ils sont rémunérés, sous quelles conditions. Vous voyez, rien de tout ça, quoi. On est vraiment voilà, c'est un monde à part et malheureusement, je dirais dire que moi j'ai été sensible à cette question
parce que quand j'ai vu les livreurs, ça m'a rappelé quand, au début des années 80, j'avais des jeunes et que malheureusement, c'était un gouvernement de gauche qui proposait les travaux d'utilité collective, ça s'appelait les TUC. Et après, il y a eu les CVP, il y a eu tout le début de la précarisation du travail. Et là, je me suis dit, mais là, c'est le pire des pires. Enfin, je veux dire, c'est une logique et un système de modèle économique qui est inhumain et qui va broyer des centaines de milliers de gens, quoi. Le RSA, regardez, aujourd'hui, on va avoir des départements de droite qui vont demander à des gens qui sont au RSA de prouver qu'ils veulent travailler pour avoir l'allocation. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? De rentrer dans l'ubérisation de l'économie. Mais là, vous voyez, le SMIC, un salaire minimum garanti, tout ça vole en éclats, quoi. Donc ça va tirer la société vers le bas et créer de la pauvreté, quoi, la pauvreté et de l'isolement. Eh bien, effectivement, on peut trouver parfois sur le terrain une défense du statut de micro-entrepreneur, mais c'est toujours dans son idéal. C'est jamais dans la situation actuelle des choses. Ça, déjà, faut bien le dire. Des gens, c'est des travailleurs qui ont envie d'être libres dans l'exercice de leur travail et de gérer un peu leurs horaires comme elles le souhaitent. Mais après, et ça, les plateformes vont toujours le mettre en avant, nous sommes les protecteurs de la liberté choisie de nos travailleurs et nous irons jusqu'au bout pour leur octroyer, enfin pour leur garder. Mais la vérité, c'est comme je le disais déjà, la seule liberté qui semblait être réelle, c'était celle de choisir ses horaires de travail. Mais quand on est obligé de travailler dès qu'on peut parce que c'est difficile de gagner sa vie correctement sinon, je pense pas qu'on puisse parler de liberté d'exercice du travail. Et après, on a des plateformes qui font des questionnaires à leurs travailleurs. Et bon, le but est souvent grossier, des questions manipulatrices pour en faire ressortir à peu près ce que l'on souhaite. Mais on a quand même des éléments qui ressortent et en fait qui prouvent que tout ce système-là est basé sur un faux. C'est-à-dire que quand on regarde les premiers besoins des livreurs qu'ils expriment sur ces questionnaires et que nous on retrouve aussi sur les questionnaires qu'on fait passer, on a en gros la garantie d'avoir un travail le lendemain. Donc en gros des gens qui veulent être sûrs de pouvoir travailler, mais pour la même plateforme le lendemain. Des gens qui veulent être protégés en termes de santé, des gens qui voudraient avoir accès au chômage. Et donc ça c'est les trois principales demandes. Je connais un endroit, un statut dans lequel on peut y trouver ça. Et quand je sais qu'il y a aussi de la subordination, je commence à me dire, mais est-ce qu'on n'est pas sur effectivement un manque d'information? Après, effectivement, il y a toujours ce terme de liberté de choisir ses horaires et d'exercer dans son travail. Ce que moi, d'ailleurs, je retrouve en tant que salarié dans la coopérative. Hein, je me sens assez libre de travailler comme je le souhaite. Il y a effectivement quelques horaires que je dois respecter, mais on est sur un emploi du temps assez libre. Mais sinon, on a parfois des gens qui confondent un peu. Par exemple, je parlais à un livreur tout à l'heure qui me disait que lui, il voulait pas quitter le statut de micro-entrepreneur parce que quand sa fille qui est en bas âge était malade, il pouvait rester chez lui pour la garder. Et ben, il a fallu lui expliquer qu'en fait, c'était totalement possible de le faire dans un cadre salarié et qu'il fallait pas prendre l'équivalent d'un congé sans solde pour pouvoir le faire. Et ça, il y a peut-être un manque d'explication. Je pense qu'on a un peu oublié de présenter à l'école ou quand on commence à rentrer sur le marché du travail ce que c'est que la sécurité sociale et pourquoi elle a été créée et pourquoi faut absolument essayer de rentrer dedans quand on devrait rentrer dans le cercle de solidarité. Donc les revendications là, nous, qu'on va avoir en tout cas pour les mouvements à venir, elles sont claires. Elles sont que c'est aux employeurs, aux plateformes d'assumer leurs responsabilités, de nous donner les droits de travail. On parle des droits de travail. C'est les droits dont je viens de parler, auxquels aspirent les travailleurs quand ils répondent dans les questionnaires. Et on va avoir le droit d'être payé correctement, évidemment, le droit d'être protégé en termes de santé, le droit de ne pas perdre son travail du jour au lendemain sans aucune raison. Voilà, c'est ça. Après, nous, dans le fond, on va aussi militer pour que ceux qui veulent bien bénéficier, mais de manière, après avoir travaillé, ils veulent bénéficier des avantages du salariat.
après coup, on va les aider à aller faire une requalification en contrat de travail au tribunal des prud'hommes. Puisque là-bas aussi, on peut gagner ses droits, c'est après coup, évidemment, c'est pas du tout pareil que de les avoir pendant qu'on travaille, mais il y a ça. Et on va aussi, avec le groupe des syndicats CGT, donc il y en a quelques-uns maintenant en France, on va aussi aider au montage de coopératives pour que les gens puissent aussi y trouver leur bonheur ici. Et quand on monte des coopératives et qu'on explique aux gens, aux livreurs, ce qu'on est en train de faire, et comment on le fait, et comment on a décidé d'avoir plus de vacances que 5 semaines, et comment on a décidé de pouvoir les poser un peu comme on veut, et de décider de si on travaillait le matin ou si on allait plutôt finir en fin d'après-midi, et donc commencer plus tard, etc. Quand on explique ça, ben là, la question du statut, elle disparaît complètement. C'est pas ça le problème. Le problème, il y a personne qui est attaché à ce statut de micro-entrepreneur sur le terrain. Les gens, ils sont là, ils sont micro-entrepreneurs parce que les plateformes les y ont obligés, en fait. Mais après, si on parle de bonnes conditions de travail, il est possible d'être un peu plus autonome dans son travail dans le cadre d'un statut salarié. Et je pense qu'on devrait en fait reposer ce débat, aller à la recherche de plus d'autonomie dans l'exercice de son travail en tant que salarié, plutôt que d'accepter le débat de ces grands bandits, de ces types qui font un casse à la sécurité sociale, plutôt que d'accepter ce débat et de le poser en dehors du salariat, de manière illégale. On devrait peut-être se poser la question des aspirations de ces travailleurs à l'intérieur du droit du travail. Là, on a beaucoup parlé dans la dernière, et Dieu sait s'il faut en parler d'Amazon, mais aussi de ces discounts, pas seulement Amazon, ces discounts, il faut les passer tous, ces grandes plateformes-là. On est aussi dans un moment avec le confinement où émergent et grandissent des alternatives. Et c'est vrai notamment des coopératives. Arthur connaît évidemment, puisqu'il en était l'initiateur des coursiers bordelais, mais je vois à Nantes, à l'Ofood, ils ont là, quand on l'avait rencontré, je lis là qu'ils passent là de cette dernière semaine de 100 à 250 commandes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de concurrencer dans le bon terme sur des valeurs Uber, les géants Uber et Deliveroo à Nantes. Et ça se construit avec les restaurateurs. Et quand on avait été à Bordeaux voir un restaurateur, on en a vu dans d'autres grandes villes, eux aussi sont victimes de l'hégémonisme des plateformes numériques de travail. Mais c'est vrai aussi avec Airbnb, avec toutes ces structures qui se sont mises en place d'une nouvelle forme de capitalisme, quoi, et d'exploitation. Mais il y a une montée des conflits. Il a raison. J'ai vu que la CGT à Lyon attaque au prud'homme. J'ai vu que voilà, il se passe beaucoup de choses. Alors évidemment, il faut percer l'écran médiatique. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, il y a aussi des valeurs sur la société. C'est-à-dire que je connais le Val-de-Marne, je connais ma ville Ivry, proche banlieue de Paris. Ces plateformes numériques de travail, elles ont aussi des conséquences sur notamment le travail de mineurs. Il y a des mineurs qui font des courses à la place d'autres. Ça peut être aussi un système qui entraîne une sorte de relations mafieuses, des relations pourries entre les individus. C'est l'exploitation des travailleurs sans papier aussi, qui acceptent d'avoir des prix de course inadmissibles pour survivre. Vous voyez, ça veut dire que ces plateformes numériques de travail, vraiment, elles impactent la société. Moi, j'ai vu des jeunes. J'ai eu 2 jeunes à Ivry qui m'ont engueulé un peu. Ils m'ont dit, mais il faut pas trop en parler. Je Savoldelli, il faut pas trop en parler parce qu'on vit de ça. Donc, les bagarres sont pas simples, vous voyez, parce qu'ils m'ont dit, on vit de ça. N'en parlez pas trop. Pas parce qu'ils ont quelque chose à cacher, mais parce qu'ils en vivent. Et là, vous voyez, on est en pleine loi de finances et du plan de relance du gouvernement. Mais comment un travailleur des plateformes, il peut justifier qu'il a perdu 50% de ses revenus? Comment on est arrivé à… Je l'ai entendu comme beaucoup, que le président des Restaurants du Cœur a vécu comme quelque chose d'insupportable, d'inimaginable par lui, d'accueillir au Resto du Cœur des livreurs de repas.
c'est-à-dire des jeunes hommes, pour la plupart, qui livrent des repas aux autres et qui font au resto du cœur pour pouvoir s'alimenter. Là, on a quelque chose, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il y a le rendez-vous, si j'ai bien compris, organisé par la CGT avec un mouvement dans beaucoup d'endroits autour du 5 décembre. Il y a des collectifs, il y a des formes différentes. Et c'est pour ça que, en tout cas, quand on a travaillé ce projet de loi, on l'a travaillé sur l'idée d'un concept qui s'appelle pédale et tais-toi. On a le droit d'être un peu insolent quand même, on n'est pas obligé d'être que rigoriste dans les termes. On l'a appelé pédale et tais-toi pour rassembler quoi? Des engagements syndicaux, des engagements associatifs, des personnalités aussi, des sociologues, des psychologues. En avril prochain, si le déconfinement est bien engagé, avec mon collègue Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis, on va accueillir un colloque avec des gens de renom dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, de la psychiatrie, de voir l'impact que ça a aussi, ce qu'a expliqué Arthur et ce qu'explique très bien le petit documentaire, la fenêtre qu'on a vue du documentaire qui est remarquable, qui s'appelle Les Délivrés. Il y a un poids mental, il y a une subordination qui est aliénante et qu'il faut dénoncer. Et si elle n'est pas dénoncée, elle va prendre place dans la société. On va être on va plus travailler pour les autres, on va travailler pour soi, mais avec un entre-soi quand même extrêmement précaire et pauvre, quoi. Mais ça bouge. Moi, j'ai l'écho. On me dit là peut-être une tribune des restaurateurs dans le journal du dimanche pour créer une alternative à Uber Eats, à Deliveroo, etc. Donc ça bouge, quoi. Il y a un conflit, quoi. Il y a un conflit social, il y a un conflit d'idées, il y a un conflit politique qui monte avec cette opération d'un capitalisme avec un nouveau visage, avec des nouvelles architectures, des nouvelles personnes, mais le fond reste là, quoi. C'est exploitation, domination et aliénation des personnes. Là, peut-être on n'en a pas du tout parlé. Moi, ça m'a frappé. C'était à une fête de l'humanité, pas celle de cette année, puisque malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu comme elle avait lieu d'habitude. C'était l'année d'avant, où un jeune livreur était à la fête de l'UMA et je discute avec lui et je lui demande pourquoi il a choisi cette activité. Il me dit, mais parce que moi, je suis un écolo vert rouge. Alors, j'ai dit, c'est original. Il dit rouge parce que je suis à la fête de l'UMA, mais je suis aussi vert. Et il m'a dit, mais je vais vous dire, j'aime aussi cette activité parce que c'est une activité bas carbone. Parce qu'il dit, vous, les politiques, on discutait, hein, il dit, voilà, si on veut décarboner et faire reculer le carbone dans la société, il faut aussi revoir la nature des activités. Et donc là, on a aussi cette dimension dont on n'a pas parlé. Mais il y a un moment, c'est une question aussi importante pour les collectivités territoriales, d'avoir au plan au moins local des activités productives qui sont à bas carbone. La deuxième chose, c'est qu'il y a une expérience d'ailleurs qui est partie du Val-de-Marne, c'est CopCycle. Il y a beaucoup d'ailleurs de toutes les expériences là qui naissent, beaucoup se rattachent à CopCycle, ce qu'on pourrait appeler une forme c'est l'économie circulaire, l'économie solidaire, quoi. Donc les collectivités territoriales, il y a déjà des villes qui l'ont fait. On peut on peut imaginer, on peut être créatif d'activités de service aux gens. Là, je ne parle pas de service à des clients, je parle des services aux citoyens, à des usagers, pour réduire des injustices, des inégalités et en même temps relever les défis climatiques et écologiques qu'on a devant nous, quoi. Donc voilà, il y a des possibilités de ce point de vue-là. On peut passer des contrats, on peut modifier des appels d'offres de marché aussi, prenant en compte ces aspects-là. Donc il y a un champ qui est important. Alors après, c'est pas pareil à gauche qu'à droite, c'est pas pareil quand on est communiste ou qu'on est républicain comme Madame Pécresse. Madame Pécresse, elle, oui, elle s'est rapprochée d'une plateforme. J'ai cité tout à l'heure. Je peux vous dire que c'est pas une plateforme circulaire coopérative, etc. C'est StaffMe. C'est-à-dire que il y a un conflit. Donc
certes, les collectivités territoriales et celles qui sont dirigées par des maires communistes, front de gauche, socialistes, verts, voilà, il peut y avoir en Île-de-France, en tout cas, il y a encore un rapport de force qui peut nous permettre, par exemple, de peser dans la bataille des idées et nourrir ce conflit social et ce conflit politique avec le capital. Ouais, on est effectivement, nous, à la recherche de solutions un peu nouvelles et peut-être plus locales, parce que effectivement, on a exposé notre précarité, je pense, avec énormément de preuves à un gouvernement qui plutôt s'amuse de voir les plateformes grandir de jour en jour, et on a évidemment exposé nos revendications aux plateformes qui sont très au courant de notre précarité, parce que c'est elles qui gèrent notre rémunération. Et évidemment, ça n'avance pas. Donc c'est dommage. Le problème, c'est qu'on va pas attendre à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, et puis on va pas attendre la mort, le suicide du capitalisme de plateforme. Non, donc on essaye de trouver des solutions effectivement au niveau local. Alors, d'un côté, il y a effectivement la réalité sur les alternatives, où là c'est typiquement sur des appels d'offres, et on doit les pondérer pour qu'elles soient beaucoup plus accessibles à des entités qui sont coopératives, qui sont vertes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué pour des petites sociétés comme les nôtres de correspondre aux critères de sélection de ces appels d'offres. Et malheureusement, on en arrive à ce que des sociétés comme Stuart, je me permets de parler de Stuart parce que c'est une honte française, hein, c'est un cataclysme de l'idéal de la France, cette société. Elle a été montée puis rachetée rapidement par l'État et puis par la Caisse des dépôts. Donc notre argent, quoi. L'argent des citoyens français pour monter une plateforme d'exploitation, mais à la française, qui se présente à qui veut comme la plateforme sociale qui prouve que le micro-entrepreneuriat peut être social. Alors, je peux vous dire, nous, on en voit passer des gens de Stuart au syndicat, c'est pas les mieux payés. Hein. Et on compare avec Deliveroo et Uber. Donc, on n'est pas sur du terrible. Et par contre, Stuart, fort de ses connexions, hein, parce que Stuart, c'est la Poste maintenant. Ça a été racheté à 100% par la Poste. La Poste qui organise donc sa propre mise en concurrence de ces facteurs. Donc, on tente déjà les avoir, d'obliger de plus en plus de gens à devenir facteurs, avec un statut en CDI, alors qu'avant c'était fonctionnaire, puis CDD, et puis maintenant intérim. Je le sais, j'ai fait intérimaire à la Poste. Je me suis fait virer un jour où j'ai parlé à un camarade d'un syndicat. Donc voilà, aujourd'hui, qui veut porter ça? Et Stuart, donc, sont en train d'offrir leurs services pour pouvoir les offrir à des plateformes type Amazon concurrentes mais locales. Par exemple, il y a celle à Paris qui se nomme Acheter à Paris. Et donc, ils ont postulé à ça, en faisant croire que eux sont sympathiques, etc. Et il y a d'autres villes qui mettent en place ces plateformes pour acheter chez des artisans ou des producteurs locaux dans leur ville. Et Stuart va aller leur proposer leur service. Ça coûte 200 000 € la mise en place dans leur ville pour mettre leur outil Stuart, sachant qu'ils exploitent déjà souvent dans ces villes. Et là, j'ai envie de dire, en fait, la fédération coptique leur font ça, parce qu'il y a déjà maintenant quasiment il y a une bonne vingtaine de coopératives qui sont en place dans chaque ville, et on peut proposer ce type de service. Pour réexpliquer rapidement ce que c'est CopCycle, c'est une fédération de coopératives de livraison à vélo. Et donc, en gros, nous, ce qu'on fait, chaque coopérative va cotiser un certain pourcentage de sa valeur ajoutée, le mettre en commun et nous permettre, en fait, de, par exemple, salarier un développeur qui a permis de nous mettre à la page au niveau numérique et de pouvoir concurrencer sur ce plan-là aussi les plateformes. Salarier un coordinateur, essayer de trouver des moyens pour mettre une assurance en commun, une caisse en cas de coup dur, etc. Donc voilà, nous, ce qu'on met en place. Et on propose de mettre en place des plateformes comme ça pour les villes, mais à des prix qui sont plus de 10 fois moins chers. On parle de 20 fois moins cher. Et ensuite, pour payer des gens correctement à la fin. Donc ça, ce sont des décisions que peuvent prendre les pouvoirs publics locaux sur l'alternative. Après, nous, ce qu'on va demander aussi, parce qu'il y a un gros problème de dignité dont j'ai pas parlé encore, qui est le problème on travaille dans la rue. Et plus aujourd'hui encore que avant, on a des problèmes pour pisser, on a des problèmes pour aller aux
toilettes, on ne peut pas se doucher. On n'a aucun endroit où faire tout ça, on n'a aucun endroit où se restaurer. On est obligé de tout faire dans la rue. Aujourd'hui, les restaurants ne nous laissent plus rentrer chez eux. C'est-à-dire qu'en gros, on pisse debout dans la rue, quoi. Et je vous raconte pas le calvaire pour quand c'est le cas d'une livreuse, quoi. On est quoi vraiment là, et donc il y a plein de choses qui sont fermées. C'est catastrophique. Et en gros, on est dans un déni de dignité, mais vraiment le plus total. Et nous, ce qu'on va demander aux localités, on va demander quelque chose que, en tant que syndicaliste, ça nous fait un peu mal de le demander, parce que pour nous, c'est aux plateformes de le faire, avec l'argent qu'elles font sur notre dos. C'est de nous mettre à disposition un local où on peut faire ça. On peut se restaurer, on peut avoir une douche, on peut avoir des toilettes, un endroit où on pourrait aussi se rencontrer, un endroit où on pourrait échanger, un endroit où il pourrait y avoir en fait la présence d'associations d'accès aux droits pour toutes les personnes qui ont besoin de régulariser leur situation, d'avoir des permanences syndicales, bien évidemment. On demande ça devient assez c'est assez essentiel, parce que c'est des côtés techniques, mais en fait, quand on reste 8 heures dehors ou 10 heures dehors à travailler, on a un manque de ça. Donc, on va demander ça. Évidemment, c'est aux plateformes de les payer et de mettre en place tout ça, mais il y a l'urgence aussi. Il y a ce qui serait au mieux et il y a ce dont on a besoin tout de suite. Merci Nicolas. Arthur, à bientôt quand même. À bientôt, carrément. Et j'espère qu'on pourra se retrouver sur des mouvements de grève ou ailleurs, ou à l'adoption d'une loi qui nous permette de gagner enfin quelques droits. Très bien. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.